Je suis très content d'avoir Patricia Mouy qui va nous faire cet exposé introductif de la journée. Patricia dirige le laboratoire de safety et de sécurité et de sûreté du logiciel au CEA List aujourd'hui à Saclay, donc le LSL. Avant, elle était aussi chef du LSL à l'ANSSI, le laboratoire de sécurité du logiciel. Et donc, vous savez que si vous voulez attirer Patricia chez vous, il faut que vous ayez une unité qui s'appelle LSL. Voilà, je ne sais pas si on peut dire. Si la sécurité dedans, c'est quand même un peu mieux, parce qu'en plus, Patricia gère tous les aspects transverses sécurité au CEA List, que ça touche à la crypto, au matériel, au logiciel. Donc voilà, on a quelqu'un d'expert en sécurité et son sujet, donc langage à bonne propriété, la fin des analyseurs de code. Alors ça me parle pas mal parce que moi, je m'occupe d'analyseurs de code pour langage ADA. Et quand on parle à des clients pour Rust, est-ce que vous avez besoin d'analyseurs de code, la petite musique qu'on entend, c'est « Ah, ben Rust, c'est quand même déjà pas mal. » Donc, Patricia, est-ce que ça suffit ou pas? Voilà, on va découvrir avec toi. Merci. Donc, merci pour l'introduction. Donc, oui, effectivement, je suis responsable d'un laboratoire qui fait des analyseurs de code source, etc. Et j'ai les mêmes retours que Yannick, c'est-à-dire que souvent, évidemment, c'est en Rust. On n'a pas besoin d'analyse. Hein, donc, la question, c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que ces langages à bonne propriété qui empêchent les développeurs de faire des erreurs vont amener la fin gentiment des analyseurs de code ou pas? Donc, évidemment, on va commencer par un petit focus sur l'analyse de code. L'analyse de code, c'est un problème indécidable de façon générale. Ça a été formalisé en 1936 par Turing sur le problème de la terminaison des programmes et ça a été généralisé avec le théorème de Rice. L'idée, c'est de dire que, en gros, à partir de toute propriété sémantique non triviale, donc on ne parle pas de propriété syntaxique, on parle de propriété complexe, sémantique, on ne va pas avoir un algorithme qui va nous permettre de dire pour tout programme P, cette propriété va être vérifiée ou non vérifiée. Donc, l'analyse de code, c'est un problème complexe en soi. Donc, si on regarde les étapes historiques, donc après, évidemment, le théorème de Rice et Turing, on peut faire un petit focus. Donc, dans les années 50, on a commencé à spécifier un ensemble de données qui sont nécessaires pour qu'un compilateur génère un code correct. Un petit peu après, on a commencé à avoir, dans les années 1958, les premiers algorithmes d'inférence de type. Donc, on a des vérifications de type déclarées, des déductions de type de valeurs qui ont été faites. Et en 1965, on a une première définition de l'analyseur de code qui a été faite par les laboratoires RCA, qui définit un analyseur de code comme un programme qui va analyser un autre programme afin d'effectuer des simplifications grâce à l'argument du programme, mais sans savoir ce que doit faire le programme. Donc, on va essayer de trouver des défauts de programmation en particulier. En 1969, donc, il y a Flood et Orr qui vont définir la vérification déductive. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée, c'est d'avoir des pré- et des post-conditions et qu'on va vérifier sur un programme un ensemble de préconditions en entrée et on va avoir un ensemble de post-conditions en sortie à la fin de l'exécution de notre programme. En 1977, donc, on a l'introduction de l'interprétation abstraite par Couzeau et Couzeau, qui est la base de nombreux analyseurs statiques de code SAND. Donc là, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'avoir une idée précise de tous les états réels d'un programme et qu'on va pouvoir faire une abstraction, une surapproximation des états, ce qui va nous permettre de faire de la vérification de nombreuses propriétés de façon assez rapide. En 1978, on a l'introduction d'un des premiers outils d'analyse statique commerciale, donc Lint, qui va donner lieu à tous les outils qu'on appelle linter maintenant. Donc là, l'idée, ça va être de vérifier certaines propriétés, donc l'adressage de variables, l'indentation potentiellement chaotique. Donc on a des propriétés de code, mais aussi des propriétés qui vont être qualitatives. Est-ce que l'indentation est bien faite? Est-ce que on a des formes syntaxiques qui sont discutables ou pas, etc. Et donc ça donne vraiment lieu à la famille des analyseurs de code qui sont les linters. Donc pourquoi on fait de l'analyse de code? Évidemment, le but de l'analyse de code, ça va être de trouver des défauts dans un soft. Pourquoi? Pour tout simplement éviter de différentes catastrophes et on a pléthore de bugs très connus. Donc en 1962, on peut citer Mariner
qui a été suite à une erreur de transcription de spécification. Donc, on avait oublié un caractère qui a introduit un bug qui a coûté plus de 18 millions de dollars. Pardon. En 91, le missile Patriot, donc là, c'était une erreur de calcul flottant dans les temps qui a provoqué plus de 28 morts. Terrat 25, en 86, c'était une machine de radiothérapie qui, suite à une race condition, a envoyé des doses létales. Donc, idem, on a eu plusieurs morts sur ce scénario-là. En 90, à TNT, donc là, c'était un break mal placé qui a provoqué, suite à une mise à jour, qui a provoqué aussi un bug de plus de 60 millions de dollars. Ariane 5, donc ça, c'est l'exemple le plus connu qu'on donne assez régulièrement. Donc là, c'est un problème de conversion qui a provoqué un dépassement d'entier. Donc là, pareil, des résultats catastrophiques. En 99, donc la sonde Mars avec Climate Orbiter, donc là c'était une erreur d'unité entre les métriques impériales, les unités, entre en gros le système métrique classique et les unités impériales, c'est ça. Là on était sur de la sûreté. Côté sécurité, donc pour donner un exemple assez fameux, donc on a eu Heartbleed en 2014 qui était justement un buffer overflow qui a donné une vulnérabilité exploitable dans OpenSSL, qui a été potentiellement utilisée pendant plus de 2 ans, puisqu'elle était présente en 2012 et on l'a trouvée qu'en 2014. Et un autre exemple aussi qui avait fait pas mal de bruit en 2014, Apple et le GoToFail. Donc là, c'était un bug qui avait été causé, c'était pareil, un problème d'indentation et de malformation, si on peut dire, d'un switch case, qui fait que des certificats qui ne devaient pas être valides étaient validés en définitive. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'erreurs de programmation qui sont de la sûreté et on voit apparaître aussi dans les années plus récentes des problèmes de vulnérabilité dans le code. Et donc, le but des analyseurs de code, ça va être de trouver ces défauts dans le code, que ce soit pour des besoins de sûreté ou des besoins de sécurité. Évidemment, là, ce ne sont que quelques exemples. J'aurais pu faire 3 heures à l'aise d'exemples sur des bugs. Donc, en pratique, les analyseurs de code, comment ça fonctionne ? Donc, dans tout ce qui est système critique, donc tout ce qui va être aéronautique, automobile, etc., donc tout ce qui va être normé, on va avoir un ensemble de guidelines qui sont à respecter. Donc, tout ce qui va être l'analyse de code va être une pratique assez systématique dans les systèmes critiques. Ça peut être vu en termes de revue de code, donc ça peut être des revues de code manuelles, donc des lectures croisées entre développeurs, des équipes dédiées, etc. Ça peut être un ensemble de guidelines, de recommandations liées aux normes. Typiquement, ne pas faire d'allocation dynamique, des choses pareilles comme ça qui vont être imposées normativement par le domaine, ou ça va être un ensemble de guidelines qu'on va devoir vérifier sur le code. Donc, les exemples les plus caractéristiques, c'est le MISRA-C, donc, qui a été fait à la base pour l'automobile en 98, c'est à visée de sûreté. On a un peu plus de 120 règles qui vont adresser de la portée, qui vont être classées selon la portée, la décidabilité ou la directive des règles, et qui vont adresser différents niveaux, autant du quantitatif, du qualitatif, que des bugs un peu plus compliqués. On a là un exemple de règle qui va interdire justement l'allocation dynamique. En parallèle, on a aussi les normes de codage CERT qui sont souvent demandées à être respectées, donc qui ont été développées par le centre de coordination du CERT. C'est à visée de sûreté et de fiabilité, mais on a aussi un pendant sécurité clair sur ces guidelines. Ces normes sont adressées essentiellement en C, puisque c'est un des langages qui est le plus utilisé et sur lequel on a le plus d'analyseurs, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont basés sur le C, et qui est justement un langage qui n'a pas les bonnes propriétés, contrairement au Rust. Mais on a aussi pour le CERT la version pour le C++, le Java, Android OS et Perl. Donc on a vu le côté safety, système critique. Par contre, côté sécurité, on a des contraintes qui sont effectivement toujours de plus en plus fortes. On a tout d'abord la base de données, donc Common Weakness Enumeration, qui est un système de catégories sur les faiblesses et les vulnérabilités matérielles et logicielles, qui est maintenu par l'organisme MITRE aux US et qui va regrouper plusieurs centaines de catégories allant des buffer overflow, race condition ou des choses plus classiques comme des mots de passe codés en dur, etc., etc.
On a côté C, on a l'IEC 17961 qui est un standard de codage qui a été fait, mais côté sécurité vraiment pour le C. Il a été conçu spécialement pour les analyseurs de code pour justement réduire les faux positifs, parce que c'est le pendant des analyseurs de code, c'est aussi le problème des faux positifs et des faux négatifs. On a une 50aine de règles, et là, pareil, je vous ai donné un exemple autour aussi de l'allocation dynamique. Côté certification de sécurité plus élevée, donc on a différentes évaluations de sécurité. Il y a côté critères communs depuis 2022 une note qui s'appelle la note 26 qui impose maintenant, à partir d'un certain niveau de certification, de faire une analyse outillée avec un outil d'analyse statique sur le code, qui peut concerner soit les parties critiques du code, soit l'intégralité du code des produits qui sont sous certification. Pour situer, donc dans les critères communs, on a 7 niveaux. Donc c'est à partir du niveau EAL4, donc niveau intermédiaire haut, mais il faut savoir que maintenant il faut analyser le code, fournir des éléments disant qu'on a fait ce check pour vérifier les vulnérabilités, etc. Donc l'analyse de code en pratique, on a la première, le niveau, on va dire le niveau 0, que j'ai mis tout en bas, donc ça va être tout ce qui va être revue de code manuel. Donc là, le problème, c'est que vu la taille et la complexité des systèmes, on a évidemment un problème de passage à l'échelle. L'idée, c'est qu'en général, quand on a des revues de code, ça peut être fait directement par le développeur, ça peut être fait par des équipes dédiées selon la criticité du système développé, ça peut être fait par lecture croisée, et en général, c'est fait par échantillonnage, parce qu'on ne va pas pouvoir analyser manuellement tout le code. De plus, même si le code n'est pas complexe, il est humainement assez compliqué d'avoir une vision complète de la sémantique d'un programme, même s'il est assez restreint. Donc, on se rend compte assez rapidement qu'on va avoir besoin d'analyse de code outillée. C'est pour ça qu'on a différents outils qui vont être passés. On a un premier niveau, donc ça va être les analyses de code outillées que j'ai pointé heuristique. Heuristique, c'est assez large. On peut aller du grepper étendu qui va rechercher certains patterns de code directement, certaines erreurs. Par exemple, une fonction qu'il ne faut pas utiliser, on va l'identifier dans le code. Après, on va avoir des analyseurs qui vont être un peu plus évolués. Donc, on a parlé des linters tout à l'heure. Et on va avoir aussi des analyseurs qui vont combiner des méthodes mathématiques, des modèles mathématiques avec des heuristiques pour avoir des résultats plus performants et combiner justement l'aspect performance et précision. Donc là, la partie analyse de code outillé en partie heuristique va être du coup très dépendante des outils et des méthodologies utilisées. Si vous utilisez un grepper étendu, vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux de garantie que si vous utilisez un outil qui va combiner des modèles mathématiques avec des heuristiques. Après, en termes d'analyse de code, le Saint Graal, évidemment, c'est l'analyse de code formelle, hein, où là, on va avoir des garanties complètement, les garanties les plus hautes qu'on puisse avoir. Mais évidemment, ces outils ne sont pas... Il y a un certain coût pour utiliser ces outils. Il faut avoir une certaine expertise, il y a certaines limitations. Il faut pouvoir rentrer dans ces outils et les utiliser de façon efficace pour avoir les meilleurs résultats. Donc, il y a quand même une certaine marche à franchir avant d'arriver à l'analyse de code formel. Donc, qu'est-ce que font les analyseurs de code formel de façon générale? Donc, là, comme je vous l'ai dit, je fais un focus sur le C, parce que c'est l'exemple de langage à pas bonne propriété, justement. L'idée, ça va être faire de la preuve d'absence de certaines classes d'erreurs. Les classes d'erreurs, si on fait un focus sur le C, ça va être tout ce qui est undefined behavior par rapport au standard. Donc là, on a les exemples, l'accès invalide en mémoire, les dépassements d'entiers signés, les divisions par zéro, l'utilisation de variables non initialisées, les flottants, etc. Donc ça, tout ce qui est undefined behavior selon le standard du C, c'est ce qui va être traité par défaut par les outils formels. Après, on va avoir certaines options supplémentaires, par exemple le dépassement d'entiers non signés. Ça, c'est pas un undefined behavior selon le standard, donc c'est des choses qu'on va devoir rajouter comme option dans les analyseurs. Ça peut être fait volontairement, mais ça peut être signe aussi d'un souci dans le code. Donc, il va falloir jouer avec les options des différents analyseurs. Donc, il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, une certaine marge à avoir avant d'utiliser les outils de méthode formelle, mais il faut du coup bien comprendre le fonctionnement de l'outil pour le paramétrer au mieux.
En général, les outils d'analyse de code automatique fonctionnent sur l'interprétation abstraite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va surapproximer les états en vue, justement, d'avoir une garantie forte. C'est-à-dire que l'outil va être sound, c'est-à-dire que si l'outil dit qu'il n'a pas trouvé d'erreur, comme on surapproxime l'ensemble des états réels, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le code qu'on a analysé. Donc, on a vu la partie analyse de code, quid des langages à bonne propriété. Donc, si on parle de bonne propriété, on va avoir différentes propriétés qui peuvent être considérées. Donc, on peut parler memory safety, évidemment, type safety, thread safety, etc., etc. De façon générale, un langage qui va être safe, c'est un langage qui va fournir par construction les propriétés. C'est-à-dire, c'est un langage qui va empêcher le développeur de faire les erreurs. Alors que quand on est dans un langage unsafe, ça va être au développeur de fournir les propriétés par lui-même, s'assurer que justement il n'y a pas de buffer overflow, de dépassement de mémoire, etc., etc. Les langages classiques unsafe, donc C++, c'est ce dont je parlais au début, et dans les langages safe, évidemment Rust, Java, C#, Scala. Donc là j'ai mis une petite liste, mais évidemment on pourrait fortement grossir la liste. Donc l'aspect memory safety, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vérifier tout ce qui va être durée de vie des variables, tout ce qui va être initialisation, vérifier les accès mémoire à l'exécution, s'assurer qu'on ne va pas déférencer un pointeur qui n'est pas valide, etc., etc. Pas d'interaction ou de modification de la mémoire qui peuvent entraîner des erreurs au sens sûreté ou des vulnérabilités au sens sécurité. Pour les aspects type safety, donc là, on va être sur des typages forts, des vérifications de coercion à l'exécution. Et en gros, un langage qui est type safe, c'est un langage qui va fonctionner uniquement avec des opérations qui sont associées au type de la donnée associée à la variable. On a aussi les aspects control flow safety, donc là, ça va être les maîtrises des points d'entrée du programme. Donc, on aurait pu décrire un ensemble comme ça de propriétés, de bonnes propriétés de langage. Là, j'ai fait un focus sur la memory safety et le type safety, qui sont les deux propriétés mises en avant pour le Rust et qui sont vraiment les propriétés sur lesquelles on a une grosse attente. En particulier, la memory safety, c'est la propriété tant désirée du moment, si on peut dire ça. Si on regarde les faits, donc on a une grande majorité des CVE et des vulnérabilités qui ont été trouvées, donc là on passe au côté sécu, qui sont à l'origine des problèmes mémoire. Donc là vous avez l'exemple avec les CVE, avec Chromium, Mozilla, etc. Donc on se rend bien compte que la majorité des vulnérabilités, c'est des problèmes de type accès mémoire. L'année dernière, donc, on a eu la Maison Blanche qui a fortement recommandé de switcher à des langages de type memory safe. Et encore cette année, en février, on a eu un nouveau rapport qui est assez clair, qui dit « Future software should be memory safe ». C'est clair, c'est vraiment la propriété du moment. Donc, qu'est-ce que c'est la memory safety? Donc, c'est une propriété du langage qui va empêcher le développeur d'introduire certaines erreurs relatives à l'utilisation de la mémoire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, les erreurs relatives à l'utilisation de la mémoire sont des vulnérabilités potentielles. Donc, les langages qui sont memory safe sont donc des langages qui vont être plus sécurisés par construction. Donc là, on a quelques langages memory safe, donc on a déjà dit, Rust, Go, C#, Java, Swift, Python, JavaScript. Et on a quelques exemples non memory safe sur lesquels on a régulièrement des retours de vulnérabilité. Donc les exemples de bugs qu'on va vouloir éviter, donc on a le classique buffer overflow, donc le dépassement de la mémoire tampon, qui va nous permettre du coup d'aller lire ou écraser des données potentiellement en mémoire. On a l'aspect dangling pointer, où en français je crois que ça va être pointeur sautillant, tourbillon, je ne sais jamais la terminaison, mais c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est un pointeur qui continue de référencer un emplacement mémoire alors que la mémoire a été désallouée. Donc de la même façon, on va avoir un accès mémoire non désiré. Use after free, donc c'est une forme de dangling pointer ou pointeur suspendu sautillant pendullant, dans lequel justement on va accéder à la mémoire via ce pointeur qui a été alors que la mémoire a été libérée.
Le déréférencement pointeur nu, donc on est sur un classique. Fuite mémoire, donc ça c'est le problème suite à une mauvaise libération de la mémoire. Ça peut conduire à un épuisement de ressources et à une instabilité du système. Et tout ce qui va être accès mémoire peut aussi permettre l'exécution de code arbitraire. C'est le genre aussi de choses qu'on va vouloir éviter. Donc si on peut écraser des valeurs en mémoire, on va pouvoir aussi mettre des retours et envoyer une exécution d'un programme non désiré. Et évidemment, on va avoir tout ce qui est débordement de piles et de tas de façon générale, qui vont entraîner potentiellement des plantages du système ou des exploits d'exécution de code. Donc on est sur des choses que justement on veut éviter à tout prix. Si on regarde sur les CVE, donc ça c'est tiré du site des associés, on voit que la grande majorité des vulnérabilités, c'est des overflows et des memory corruption. Donc on est vraiment sur les aspects memory safety. Et si on regarde les vulnérabilités par type et par classe, de la même façon, on voit la grosse majorité de memory corruption et d'overflow qui ne va... Alors, on voit qu'il y a une baisse entre 2023 et 2024, mais on voit qu'on est fortement majoritaire encore. Si on fait une projection de la vulnérabilité par rapport au langage, donc là, on voit que clairement, c'est le langage C qui est donc non memory safe qui arrive en tête de liste, avec presque 50% des CVE sont actifs. Et ensuite, on a PHP, Java, etc. Évidemment, tout ça, c'est à mettre en balance par rapport à l'ancienneté du langage. Pour le cas du langage C, on est sur un langage qui est très ancien, qui est fortement utilisé, qui est un langage majoritaire, qui est utilisé dans des infrastructures majeures comme Linux, etc. Donc, il est assez cohérent de trouver beaucoup de vulnérabilités dans un langage qui est fortement utilisé. Un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'on voit tout à l'heure, on a parlé de langage de point de propriété comme Java, Python, etc. et Ruby. On voit qu'ils font quand même partie du top 6 des langages à vulnérabilité. Donc, on a quand même des langages à bonne propriété qui sont dans le top 6 des langages avec un gros Rex en vulnérabilité. Donc, si on fait un focus sur Rust, comme on l'a dit tout à l'heure, donc évidemment, c'est un langage qui a le vent en poupe, que ce soit tous les gros investissent et montrent leur intérêt autour de Rust, que ce soit Google, Amazon, Android. On a de nombreux outils qui sont fortement utilisés par nous tous, que ce soit Discord, Firefox, Dropbox, etc., qui utilisent, qui sont implémentés en partie en Rust. C'est un langage qui fonctionne très bien, il est adapté pour de nombreuses choses, pour que ce soit des pilotes de périphériques, les systèmes d'exploitation, des jeux, des serveurs, etc. Et on voit, via la Rust Foundation, qu'on a toujours de plus en plus de membres. Donc on retrouve les gros et de plus en plus de partenaires, et donc ce qui est assez révélateur de l'intérêt autour de ce langage. Donc, si on doit dresser un panorama assez rapide de Rust avec les côtés positifs et négatifs, donc évidemment, côté avantage du langage, on a les bonnes propriétés, les aspects memory safe, l'ownership qui est propre au Rust, le borrowing, tout ce qui est mutabilité qui va tendre vers l'absence de certaines erreurs de compilation. Côté performance, on a un langage qui offre des performances qui sont proches du C et du C++. Donc ça, c'est un des points forts parce qu'on a d'autres langages à bonne propriété qui n'ont pas été adoptés justement pour des problèmes de performance. Donc on voit que là, Rust répond à ce problème. Sur les aspects concurrence, on a des mécanismes assez fins pour gérer les aspects, pour justement éviter tout ce qui est conflit de données, race condition, dont on a parlé tout à l'heure. On a un code qui est assez lisible et maintenable, en tout cas, de prime abord, et on a une communauté Rust qui est très très développée. Donc on a vraiment on va dire, moi j'appelle ça les fanboys de Rust qui sont très enthousiastes de façon générale. Et donc on voit qu'on a vraiment un engouement pour ce langage qui est assez fort et marqué. Les inconvénients, on a une courbe d'apprentissage qui est assez abrupte.
Effectivement, pour faire des petits programmes, le Rust est assez facile. Après, pour maîtriser tous les paradigmes du langage, il y a quand même une certaine façon de penser à acquérir, hein, et du coup, on a quand même certains mécanismes particuliers à maîtriser pour monter en expertise sur le langage. Évidemment, c'est un langage plutôt récent, donc on a moins de bibliothèques et de frameworks qui vont être matures par rapport à d'autres langages qui sont plus établis. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez logique du fait de la jeunesse du langage. On pourrait attendre une amélioration de la compatibilité avec certains systèmes existants, notamment tout ce qui est en C et en C++, parce que comme je disais avant, il y a beaucoup de systèmes qui sont déjà faits en C, en C++, et on va étendre en passant au Rust, donc il faut pouvoir avoir cette compatibilité. Et après, un point qui est assez important, c'est l'aspect de ma fenêtre, c'est l'aspect unsafe, qui remet du coup en balance certaines des bonnes propriétés qu'on a vues sur le langage, à savoir que il y a pas mal d'unsafe dans la bibliothèque standard et que dès qu'on fait des interactions bas niveau, tout à l'heure je vous parlais de système d'exploitation, etc., on va être obligé de tirer du unsafe. Donc là, il faut faire attention, on perd ces bonnes propriétés du langage. Et c'est pas parce que c'est codé en Rust que c'est obligatoirement memory safe. S'il y a du unsafe, il faut relativiser les propriétés qu'on a derrière. Donc c'est un langage qui est toujours en évolution. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je suis allée regarder un petit peu l'enquête autour de l'utilisation de Rust. Donc on voit qu'environ la moitié de la communauté est assez inquiète autour de la complexité du langage. Donc on voit que c'est en croissance par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est la liste de belettes ici, c'est vraiment les points d'inquiétude des développeurs Rust. Ensuite, on a en deuxième position la faible présence de Rust dans l'industrie IT. Donc, tout à l'heure, je parlais de la communauté Rust qui est assez marquée, mais il y a aussi les anti-Rust, si je peux dire ça. Et donc, du coup, il y a vraiment un clivage entre les développeurs Rust et les autres. Ensuite, on va avoir tout ce qui est absence de soutien. Donc là, pareil, c'est en croissance depuis l'année passée. Et un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette année, il y a que 18% de la communauté qui n'a aucune inquiétude autour de l'avenir du langage, mais ça a baissé par rapport à l'année passée. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui est assez, je trouvais ça assez intéressant. J'aurais pensé que la tendance était inverse et j'étais assez étonnée de ça. Ensuite, pour les aspects, donc cette partie-là, c'est vraiment les aspects d'amélioration du langage qui sont attendus par les développeurs. Donc, typiquement, les gros points d'attente, ça va être tout ce qui est autour des bugs du compiler et les aspects performance qui sont vraiment en avance de phase. Et on voit qu'on a après les aspects compilation, temps de compilation, les erreurs les messages d'erreur à la compilation, tout ce qui est debugging, qui va être vraiment dans les préoccupations et les attentes des développeurs Rust en particulier. Donc, est-ce que ce langage, avec ses bonnes propriétés, est-ce que cela a donné lieu à différents analyseurs Rust? Évidemment, oui. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ça. J'ai commencé par mettre, tout à l'heure, je parlais de guidelines. L'ANSI a développé un ensemble de guidelines autour du langage Rust pour justement limiter les risques d'une mauvaise utilisation du langage. Donc ça date d'il y a 2 ans maintenant, 3 ans, j'ai un doute. 3 ans. Donc il y a une 50aine de règles et de recommandations. C'est disponible, c'est en GitHub, donc vous pouvez aussi travailler dessus pour information. Ensuite, on a, donc là, j'ai pris quelques outils pour illustrer un petit peu l'étendard des analyseurs qui existent. Donc, on a RustFMT qui va être vraiment du formatage de code en fonction de style guideline. Donc, on est vraiment sur
plutôt sur de la syntaxe et du formatage. Ensuite, on va voir Clippy, qui est lui un linter de code qui va détecter des erreurs courantes et améliorer aussi le code Rust qui a été développé. Côté vérification formelle, donc on a Creusot qui a été développé côté INRIA, qui est un vérificateur déductif de code Rust, qui pour le moment, sauf erreur de ma part, ne traite pas le code unsafe, et qui va regarder en particulier les absences de panique, les débordements, les violations d'assertion, etc. On va pouvoir faire un peu plus que de la vérification de l'analyse de code, comme j'entends depuis le début au sens détection de bugs. On va pouvoir faire aussi de la vérification fonctionnelle si on ajoute des annotations. Donc, s'assurer que le code Rust fait bien ce qu'il est censé faire. Et pour ça, on a le Rust qui est traduit en YML et qui va être prouvé de façon semi-automatique via Wave3. Un autre outil qui est assez intéressant, donc c'est Canid AWS. Donc là, c'est un modèle checker pour Rust. Et donc là, c'est un focus sur la vérification de code unsafe, en particulier les aspects pointeur nul, des références, pareil, checker des assertions d'utilisateurs, les aspects panique et arithmétique overflow. Donc là, pareil, on est sur quelque chose avec des hauts niveaux de garantie. Et côté méta, on a Mirai, qui est un interpréteur abstrait qui va permettre de vérifier la représentation intermédiaire du compilateur Rust par des analyses de teinte, donc checker des fuites d'informations, l'injection de code, des aspects analyse de temps constant, donc ça va être tout ce qui est side channel attack, donc s'assurer qu'on n'a pas de vulnérabilité qui permettent d'exploiter, qu'on puisse exploiter sur le code, et les aspects détection de panique. Donc du coup, en résumé, Rust va offrir une combinaison puissante de sécurité, de performance et de concurrence. Par contre, pour maîtriser vraiment le langage, il y a quand même une certaine courbe d'apprentissage et des limitations qui sont assez spécifiques et un paradigme du langage à vraiment appréhender pour être efficace. On a de nombreux analyseurs et outils qui existent et qui sont des axes de recherche actuellement. Ça va du simple linter ou du grepper étendu à de l'analyse formelle pour des hauts niveaux de garantie. Il n'y a pas de langage miracle. Le choix d'utiliser Rust va dépendre évidemment des besoins, des niveaux de compétences du développeur. Si vous avez un gros projet à développer, il ne faut pas partir bille en tête sur Rust si vous ne maîtrisez pas le langage. Et il faut aussi voir les aspects compatibilité avec l'écosystème existant. Dans tous les cas, pour répondre à la question de base, on se rend bien compte que même Rust avec les bonnes propriétés, malgré tous ces langages à bonne propriété, on voit très bien que l'analyse de code a encore de beaux jours devant elle et qu'on va avoir de nombreux outils encore qui vont arriver et être réalisés pour justement qu'on puisse en profiter, y compris les développeurs de Rust. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Patricia. S'il y a des questions dans la salle, on a un petit peu de temps, 5-10 minutes. N'hésitez pas. Je fais tourner le micro. Soyez pas timide. Merci Patricia. Tu as mentionné le fait que les développeurs attendaient un certain nombre de choses de la communauté Rust. Là-dedans, il n'y avait pas les analyseurs de code. Donc ça veut dire qu'ils sont contents avec essentiellement Clippy, quoi. Tu as mentionné plein d'autres outils, plutôt des outils d'analyse statique avancée qui viennent de la communauté académique. C'est ceux qu'on voit dans le Rust Verification Workshop, par exemple, qui s'intéressent beaucoup, par exemple, au code unsafe. Qu'est-ce que, en suivant la note 26 de l'ANSSI, qu'est-ce qu'il faudrait exiger, du coup, comme outil à déployer? Du coup, qu'est-ce que l'industrie doit développer comme outil? Alors, si on regarde l'analyse 26, la note 26 ne demande pas d'utiliser des outils d'analyse de code formel.
Le but, c'est vraiment d'analyser un maximum de code. Le but de cette note, c'est de trouver un maximum de défauts. Et donc, l'idée, c'est pas de regarder uniquement une petite partie avec un analyseur formel, parce qu'il n'y a qu'une partie qui passe dans l'analyseur formel, c'est de regarder un maximum de choses. Si on est au niveau, donc tout à l'heure je vous disais EAL4, si on est au niveau EAL4, on va regarder que certaines parties critiques. Si on monte d'un niveau, l'idée c'est d'analyser tout le code. Et pour ça, du coup, on va plutôt, l'idée de la note 26, c'est plutôt d'aller vers des outils commerciaux qui vont demander le moins d'interaction de l'utilisateur, le moins d'expertise et le moins de modifications dans le code. Parce que c'est le pendant des outils d'analyse formelle, c'est que souvent on va devoir stubber, modifier le code. Malheureusement, si c'est mal fait, l'analyse elle tombe à l'eau. Parce que si on a mal stubé et si on a mal modifié le code, tous les résultats de l'analyse, vous pouvez les prendre et les jeter à la poubelle parce que vous avez en gros tout pété, quoi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire non, il faut avoir des outils qui soient efficaces, qui remontent des vulnérabilités au sens sécurité du terme, puisque c'est la note 26, c'est l'anti. Donc, ce qui va intéresser, c'est pas le formatage, c'est pas l'indentation, c'est vraiment les vulnérabilités, les buffer overflow, les pointeurs, les déréférencements nuls, etc. Mais c'est d'analyser un maximum de code pour que justement l'expert, l'évaluateur qui va faire la certification ait le maximum de temps, lui ensuite, pour regarder les erreurs qui ont été retrouvées, pour voir est-ce que c'est exploitable ou est-ce que c'est pas exploitable. Voilà. Donc Clippy, ça suffit. Clippy, c'est déjà une bonne chose, ouais, tout à fait. Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais noté du coup les 3 niveaux, revue de code, analyse de code outil et analyse de code formel. J'ai pas trop compris la nuance entre analyse de code outil et formel, sachant que l'analyse de code formel se fait également avec des outils, je l'ai bien compris. Pas obligatoirement, ça peut être fait de façon semi-automatique, voire manuelle. Effectivement, c'est une bonne remarque. La plupart des quand je parlais d'outils, analyse de code outillé, je parlais de plus de façon générale les analyseurs qu'on va utiliser dans l'industrie au sens large. Je ne vais pas donner de nom, c'est des outils commerciaux, vous les connaissez tous selon les langages, il y en a pléthore, mais ils ne vont pas avoir cet aspect SAND avec ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas avoir de faux négatifs. Mais c'est des outils qui vont fonctionner, les outils d'analyse formelle, effectivement, j'ai fait un focus sur l'interprétation abstraite, c'est pour donner un exemple, parce qu'il y en a pléthore aussi, mais c'est les outils qui sont les plus automatisés et qui permettent d'avoir les niveaux de garantie maximum. Mais après, vous pouvez avoir d'autres outils, des modèles checkers, etc., qui permettront aussi d'avoir ces niveaux de garantie, mais ils sont plus compliqués à utiliser, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des parties de code qui ne vont pas passer. Et du coup, ça va être moins automatique, parce qu'il va falloir modifier, stubber, etc. Et donc, il y a clairement une marche dans l'outil qui est plus complète. Après, le résultat, c'est vrai qu'en niveau de garantie, vous êtes supérieur. Mais il y a quand même cette marge d'adaptation à faire. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, les outils dont vous parlez, à quel genre de performance on peut s'attendre? Parce que j'ai l'impression que c'est une limite pour l'adoption d'outils de preuve ou de vérification de programme. Pour les preuves de programme, à l'extrême, c'est aussi ça demande une certaine compétence de faire des preuves de programme. Là, j'imagine que pour les analyseurs statiques, c'est plutôt automatique. Il n'y a pas besoin d'annotation du programmeur. Mais est-ce que ça scale? Parce que souvent, en pratique, c'est déjà un langage qui est long à compiler. Tous les outils formels, vous avez le niveau... je veux dire le niveau par défaut, vous allez pouvoir avoir des premiers résultats, même sur des outils d'analyse formelle, quasiment en mode full automatique. Les exemples des interpréteurs abstraits dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'annotation, il suffit d'avoir juste un point d'entrée qui dit par où on rentre et qu'est-ce qu'on va regarder. Après, si vous voulez augmenter la précision des outils, il va falloir faire plusieurs passes, toucher au paramétrage, et c'est là où on va monter en expertise et en compétence. Et donc, c'est là où, effectivement, il va falloir avoir gagné une certaine expertise dans la manipulation des outils d'analyse formelle. Et du coup, ça va être plus long, évidemment. Et en termes de temps d'exécution, est-ce que sur un projet, je sais pas, de 50 000 lignes de Rust, c'est raisonnable ou pas En général, alors un outil, nous les outils qu'on fait, c'est passer 10-15 minutes d'analyse, c'est qu'il y a un problème. C'est le genre de choses qu'on vise.
Et la taille n'est pas assez, c'est effectivement un des facteurs, mais c'est pas uniquement ça. Il va y avoir certains patterns de code qui vont être très compliqués à gérer par les analyseurs formels et qui vont prendre un temps certain. Et on peut avoir des codes qui sont très gros, mais qui n'ont pas justement ces fonctionnalités, qui n'ont pas posé de soucis. Donc ça va être vraiment la combinaison de complexité de pattern de code et la taille du code qui va faire que l'analyseur va être plus ou moins compliqué. Et c'est dans l'expertise justement d'utiliser ces outils où on saura les bons paramétrages et les bons réglages qui vont bien. Bonjour, merci pour la conférence. On a tendance à utiliser quand même pas mal d'outils qui existent déjà, industriels, en ADA et en Spark, qui sont déjà utilisables au jour le jour. Ça dépend du niveau de complexité des codes. Je pense à Spark, je pense à des outils d'analyse statique comme CodePair. Je pense aussi à des outils d'exécution symbolique qui ne sont pas forcément prêts pour toute l'industrie. Vous voyez une tendance à ce que les gens qui travaillent sur Rust s'inspirent de ce qui existe et ce qui a déjà été frotté longtemps par Poly, par les industriels qui font ce genre de choses depuis longtemps, ou est-ce qu'on part sur des réinventions beaucoup? C'est une question de tendance plus que quelque chose. Est-ce que mes compétences vont servir à quelque chose dans 5 ans? Non. Et où est-ce qu'on réinvente? Parce que je pense par exemple à juste langage de preuve. Une preuve dans le langage va faire un moyen, un moment, pouvoir décrire des expressions, pouvoir décrire des spécifications. Est-ce ça va être écrit en Rust? Est-ce qu'il va falloir apprendre un deuxième langage, parce qu'un langage qui est déjà difficile à apprendre? Est-ce que ce genre de leçons, on les voit percoler? Ou est-ce que pas du tout et on repart sur quelque chose de nouveau? Les deux sont bien, j'imagine. Tout à fait. C'est une bonne remarque. Autant, je veux dire, dans les systèmes critiques où il y a cette expérience autour du formel, etc., on va trouver justement des gens qui vont faire du code, etc., qui vont faire des langages plus haut niveau avec une expertise particulière, et on voit apparaître pour des besoins de sécurité justement la détection. On veut ces hauts niveaux de garantie que nous donnent les méthodes formelles, mais on veut pas on veut des outils qui soient un peu mode push-bouton, facile d'utilisation, etc. Et ce que je vois apparaître, en tout cas, moi, c'est de plus en plus de langages où justement l'aspect utilisabilité est vraiment central. L'idée, ça va être avoir un outil qui fournit des garanties super élevées, c'est top, ok. Mais s'il y a personne qui peut l'utiliser derrière, ça sert à rien. Et donc nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel, parce que moi dans mon labo, on développe que des analyseurs de code, et c'est quelque chose sur lequel on est attendu, c'est vraiment travailler plus clairement sur l'utilisabilité des outils, pour justement qu'un développeur, un bon développeur, mais qui soit pas expert méthode formelle, qui n'ait pas un doctorat à analyse de code etc., puisse utiliser ces outils assez facilement. Et c'est vraiment là où il y a de l'attente, et c'est vraiment là où nous, on est sollicité le plus. Et ça va justement sur ces langages de spécification, faire en sorte que, par exemple, quand il y a certaines annotations dans le code qu'on pourrait mettre de façon automatique parce qu'il y a des patterns de code qui s'identifient, et on travaille, ce que je vois de plus en plus, c'est d'embarquer des briques de machine learning pour justement inférer automatiquement certaines annotations dans le code. L'idée, c'est d'aller justement vers l'utilisateur et de faire au maximum que tout ce qui puisse être pré-généré ou assister pour l'utilisateur soit mis en place. Et c'est vraiment là où il y a de l'attente, et c'est vraiment ça que je vois pointer plus en ce moment. Une dernière. On attend ou pas? Une dernière. Bon, très rapide. Bonjour, merci pour la conf. Vous parlez justement de machine learning. Là, on voit qu'il y a certains codes compagnons qui sont déjà très matures, branchés sur un LLM. Est-ce que vous pensez qu'à court terme, toute la partie analyse de code va être largement enrichie par ce type de technologie? Complètement. Là, ça existe déjà dans tous les outils commerciaux. Donc, il y a déjà beaucoup de machine learning qui est embarqué dans les outils d'analyse de code commerciaux, et dans les outils d'analyse formelle, c'est aussi quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et on voit que effectivement, c'est un gros sujet du moment, et il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là.
côté méthode formelle, c'est combiner le machine learning, mais tout en gardant les garanties des méthodes formelles. Donc là, il y a un truc qui est un peu touchy, mais c'est vraiment des travaux vers lesquels on va. Tout à fait. Merci beaucoup, Patricia, c'était très intéressant. Merci à vous.